Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Le SUTSAS dit non au vote de la loi portant sur l'avortement médicalisé. À la place, le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale milite pour une loi d'orientation familiale. L'IPRES et les retraités unanimes sur la réforme du système de prise en charge. La hausse de 10% sur les pensions est saluée, même s'ils jugent qu'elle est insignifiante. Le cri du cœur des travailleurs de Vipère, une entreprise indienne sous-traitante des ICS. Ils ne veulent plus travailler sans masque ni chaussures de sécurité. Et puis en sport, c'est parti pour une nouvelle saison de basketball. Nous irons au stadium Marus Ndiaye pour faire le point des premiers matchs avec notre reporter. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale ne veut pas être associé au vote de la loi portant sur l'avortement médicalisé. À la place, le syndicat demande le vote de la loi d'orientation familiale afin de mieux structurer la cellule familiale sénégalaise. Plus d'explications avec le secrétaire général du SUTSAS, Malo Diatiam. Ces propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Nous considérons qu'à bien des égards, ce n'est pas un avortement purement thérapeutique. C'est un avortement qui vise simplement un confort moral, un confort social ou familial. Parce que lié simplement à un viol ou disons à ce qu'on appelle l'inceste. Alors nous pensons que c'est dans l'esprit des gens, c'est en amont. C'est la morale, c'est la famille. Il faut retourner à la famille. Il faut requinquer la famille, il faut la remembrer. Il faut aller vers le vote d'une loi d'orientation familiale. Nous pensons que l'avortement, tel que prescrit dans ces conditions, ne règle pas fondamentalement ni la question de l'inceste, ni la question encore moins du viol. D'autant plus que sur la question même de l'avortement, les spécialistes ne sont jamais tombés d'accord sur même la définition de l'avortement. Il y a des spécialistes qui parlent de nombre de jours de vie du fœtus, ou bien de l'embryon. D'autres spécialistes parlent du poids pour parler d'avorton. Donc sur ces questions, il y a des problèmes. D'autant plus que même pour cet avortement thérapeutique, c'est 3 spécialistes qui doivent décider de cela. Celui qui fait le diagnostic est différent de celui qui conduit le traitement. Celui-là aussi est différent ou différent, disons, de celui qui doit faire l'intervention chirurgicale. 1,550 milliard de francs CFA, c'est la somme qu'attendent les travailleurs de la santé et de l'action sociale, une enveloppe inscrite dans la loi des finances rectificatives de 2015. Le SUTSAS, qui faisait sa rentrée syndicale 2016, dénonce l'insuffisance des ressources humaines dans les hôpitaux comme Dalal Diam de Fatick et Touba, entre autres. Il s'offusque également des revendications rangées au placard. Compte rendu signé à Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Une rentrée syndicale, un panier de doléances, système de rémunération plus équitable, respect des recommandations de l'UMOA, le SUTSAS rappelle. Nous avons attendu, ils avaient dit 6 mois, 6 mois après, l'étude n'a pas démarré, 1 an après. Mais tout compte fait, on nous a conviés, disons, à une restitution récemment. À la suite de cette restitution, on ne sait même plus quel est le sort qui a été donné, disons, à ce document-là. Le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale déplore également le manque d'attractivité de la direction des établissements de santé. Une direction des établissements publics de santé, vous savez que les hôpitaux constituent la vitrine du système. Si donc ceux qui sont chargés, disons, de contrôler ou bien de manager les hôpitaux, disons, n'arrivent pas eux-mêmes à être au fait des choses, ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, la direction des établissements de santé n'a pas de directeur. Et aucun directeur ne veut aller à la direction des établissements de santé. D'abord parce que vous portez le nom de directeur comme tous les autres directeurs que vous avez sous votre tutelle. Et ensuite, ce n'est pas un poste aussi en dehors de l'honneur. Il n'y a pratiquement absolument rien en termes, disons, d'avantages. Autre préoccupation du syndicat, le retard de recrutement de 1000 agents dans la fonction publique pour l'année 2015. Nous sommes en déficit criard
personnel dans toutes les structures. Et vous avez vu aussi que l'État n'a pas manqué de réaliser des infrastructures, mais malheureusement qui n'arrivent pas à tourner. Et nous avons cité donc entre autres l'hôpital de Matam, l'hôpital régional de Matam. Il y a Dalal Jamm à côté ici avec ses 300 à 500 lits. Nous avons aussi les autres hôpitaux tels que l'hôpital de la Paix, l'hôpital de Fatick, etc. Donc toutes ces structures aujourd'hui qui ont ouvert leurs portes et qui n'ont pas, disons, d'agents. Donc les 1000 en tout cas devaient être disponibles au moins au courant de 2015. Maintenant 2015 c'est terminé, nous sommes en 2016 et on ne voit pas l'ombre des 1000 agents. Le SUTSAS invite le gouvernement à revoir ces différents points. Mbala Diacham demande à ses camarades de se mobiliser pour obtenir satisfaction. Je vous le disais en sommaire, rencontre IPRES retraités, la réforme du système de prise en charge plébiscité par les deux parties. Pour le président du conseil d'administration, le système en cours est en déphasage avec les réalités du moment. Selon lui, l'État doit lever les taxes sur les placements de l'IPRES et mettre en place une pension minimale de retraite. Plus de détails avec Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. La situation sociale des retraités de plus en plus précaire au Sénégal. Cette rencontre entre le conseil d'administration de l'IPRES et les retraités du Sénégal, un cadre pour trouver la voie à suivre afin d'améliorer le vécu. La retraite est mal vécue au Sénégal parce que ça contribue à la paupérisation des gens. La retraite est mal vécue parce que c'est un saut, disons-nous la vérité, dans la pauvreté pour la plupart d'entre nous. Entre paiement du loyer et autres charges familiales, les retraités du Sénégal vivent difficilement leur statut. Cela malgré l'annonce de la hausse de 10% sur les pensions. Là où je vous parle, je suis en location. Et je dois payer le lot, l'électricité et mes enfants. Vous savez ce qui se passe au Sénégal. Dans les maisons, les enfants sont là-bas, en boulot. Donc, il faut qu'on vive. La solution commune pour une amélioration de la prise en charge sociale passe aujourd'hui par une réforme du système. Le problème au Sénégal, c'est le problème du système de retraite. Parce qu'en réalité, on ne touche que ce qu'on a cotisé. Et comme ce qu'on a cotisé est très peu, en réalité, ce qu'on a cotisé, on nous paye une partie. Mais c'est ceux qui travaillent en ce moment qui supportent le reste. Donc c'est un régime de solidarité. Donc en réalité, quand nous parlons des retraités, nous parlons aussi de nous. Parce que nous sommes aussi des futurs retraités. Si nous ne prenons pas le temps, monsieur les administrateurs, de réformer le système, mais quand nous aussi nous allons à la retraite, nous allons tomber dans le même système de précarité. Les recommandations issues de ce rendez-vous devront tracer la voie pour de nouvelles politiques afin d'avoir de meilleures conditions sociales des retraités au Sénégal. Et puis la hausse annoncée de 10% sur les pensions de retraite appréciées différemment par les concernés. Si pour certains, cette hausse est insignifiante, d'autres saluent l'initiative. Par contre, toutes ces personnes du troisième âge rencontrées par nos reporters s'accordent à dire que leurs conditions de vie sont difficiles. Fatima et Mohamed, tiens. Ils ne sont pas au courant de la hausse de 10% annoncée sur leur pension. Cette mesure, même si elle venait à être effective, la hausse n'est pas suffisante de l'avis de certains retraités. Bon, on ne sait pas. Ils l'ont dit, ils ne l'ont pas encore fait. Il faut qu'ils mettent ça en pratique pour qu'on puisse juger quand même. C'est 10 fois rien. C'est 10 fois rien. On a toujours en charge nos familles, nos enfants qui vont encore à l'école, qui n'ont pas de job. Job amul ci dëkk bi. Il faut que dañuy wax la neex. Il n'y a rien. Bon, voilà. Cette hausse-là, ça vaut absolument rien. Ça vaut absolument rien. Il faut qu'ils donnent ce qu'ils ne donnaient pas 2 mois, on donne ça par mois. S'ils peuvent augmenter ça, c'est mieux. S'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à payer des 2 mois soldés. Cet homme, lui, salue ce geste des autorités étatiques et rappelle les conditions de vie difficiles des personnes du troisième âge. Appréciable. Parce qu'on est preneur, hein. Même si c'est 5%, on est preneur. Mais seulement, nous pensons que ce n'est pas tellement suffisant. Parce que le coût de la vie actuellement a été multiplié par un nombre exponentiel. La cherté de la vie est là. Moi-même qui suis là, je suis pensionnaire. Je suis à la retraite depuis 5 ans. J'ai des enfants qui vont à l'école, qui vont au lycée, etc. Le transport, tout ça là. La dépense quotidienne.
Ce retraité, lui, appelle à plus de transparence dans la gestion de l'IPRES. Ils disent que l'IPRES a une bonne réserve. Et ça, on le sait. Il y a des immeubles qui conflictifient à tout ça. Mais que cet argent-là soit partagé au niveau des retraités. Qu'ils nous disent, parce que bon, il y a des gens qui sont là-bas, ils disent que c'est le conseil d'administration et tout. Mais le conseil d'administration, on sait comment ça se passe, le conseil d'administration. C'est pas non, vous gérez des retraités, vous touchez des millions à la fin du mois, eux ils prennent des miettes là, après mais quand même, c'est pas sérieux ça. Au-delà de la hausse de 10% annoncée, les retraités souhaitent la mensualisation des pensions intégrales. Et puis parlons à présent de ce cri du cœur des travailleurs de l'entreprise Vipère, sous-traitante des industries chimiques du Sénégal. Ils disent travailler sans masque ni chaussures de sécurité. Ces travailleurs ont tenu une assemblée générale pour exprimer leur colère devant des syndicalistes qui étaient en tournée dans la zone à Cheranta Diop, Seylatir. Ils sont chauffeurs, mécaniciens, chargeurs, mineurs à Vipère, une entreprise sous-traitante des ICS. Ces ouvriers ont énuméré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. L'insécurité dans la mine, pas de prise en charge médicale et les cas sont nombreux. Les Indiens ne respectent pas les Sénégalais parce qu'en travaillant, avoir des problèmes, pour aller se soigner, c'est vraiment des difficultés. Pour les accidentés, il n'y a pas de caisse médicale au niveau de l'entreprise. Soit il y a des médicaments, mais c'est pour les Indiens. Un travailleur qui a des problèmes, soit des maux de ventre ou bien des maux de tête, allez demander aux Indiens au moins une petite comprimée pour se calmer. Ils refusent de le donner. Qu'est-ce qu'il dit? Les médicaments, ce n'est pas pour les Sénégalais, c'est pour les Indiens. On leur demandait de faire une petite caisse pour mettre des médicaments en cas pour les 1er juin. Mais jusqu'à présent, ils ne répondent pas à cette question. Ibrahim Massar, le secrétaire général de la CDSL, condamne fermement l'attitude de leur employeur. Il envisage même de déposer un préavis de grève si aucune solution n'est trouvée à leur doléance. Le moment est venu pour les travailleurs aussi de percevoir leur prime de risque, à l'instar des autres travailleurs des mines carrières. Parce que là, ils se trouvent, là où ils évoluent, c'est des risques, de hauts risques. Ils doivent bénéficier d'une prime de risque. Voilà, l'ensemble de ces points ont été soumis au patron. Nous avons mené des discussions. Le patron devait nous donner des réponses. Il tarde à le faire. C'est pourquoi nous tenons cette réunion pour l'avertir, lui donner un dernier avertissement avant un dépôt de préavis de grève. S'il ne revient pas à de bons sentiments pour discuter avec nous, pour régler ces points qui relèvent de la réglementation, nous sommes obligés, dans un proche avenir, de déposer un préavis de grève. Beaucoup de ces travailleurs sont devenus infirmes. Ils ont assisté à l'Assemblée générale pour déverser leur bile sur l'entreprise. Retour ici à Dakar, les pêcheurs de Soumbédioune saluent la mesure sur la baisse du prix du carburant. Leur chiffre d'affaires a augmenté. Tout à fait, dit Tidiane. Grâce aux nouveaux tarifs, ils économisent 1000 francs sur la bouteille de 30 litres d'essence. Cependant, ces pêcheurs soutiennent que la baisse du prix du carburant ne peut entraîner celle du poisson. Plus de détails avec Fatidien. Sidi Bodian s'apprête à aller en mer, un voyage qui se prépare avec beaucoup de sérieux. L'équipage veille au grain, les bouteilles d'essence minutieusement vérifiées et rangées avant le grand départ. 5 personnes. Nous sommes 6 personnes à embarquer et nous consommons près de 300 litres d'essence. 30 litres. Le prix de l'essence revu à la baisse, ces pêcheurs applaudissent des deux mains. Ici, au quai de pêche de Soumbédioune, la mesure est saluée. La baisse nous arrange, nous pêcheurs, car elle nous permet de gagner en termes de bénéfices 1000 francs sur chaque bouteille de 30 litres. Sincèrement, nous ressentons cette baisse. Cela nous permet quand même de gonfler nos revenus. Des bénéfices récoltés certes, mais Dibigay trouve les nouveaux tarifs toujours élevés. Cette baisse n'est pas aussi importante qu'elle devrait l'être. Par exemple, nous consommons 90 000 francs d'essence. Nous sommes vraiment déçus.
Les consommateurs peuvent-ils s'attendre à une baisse du prix du poisson? Le prix du poisson ne peut pas dépendre de celui de l'essence. La denrée ne peut pas avoir de prix fixe. Ça dépend ci ni mu ñëwé rek té essence bi tol nañ fo xamantene jën mom sératul mom. L'équipage est attendu au quai de pêche de Yarar la semaine prochaine. Il espère rentrer sain et sauf avec une pirogue remplie de poissons. Et parlons de toute autre chose à présent avec l'arrivée de la 4G au Sénégal qui s'annonce difficile selon le professeur et consultant en nouveaux médias Mountaga Cissé. Avec la relance de l'attribution de la licence 4G avec des opérateurs internationaux, la situation risque de se compliquer davantage. C'est du moins l'avis de Mountaga Cissé. Les consommateurs, eux, se désolent de cette situation. En sujet signé Alassane Ba et Diafaraba. C'est dans les prochains jours que la procédure d'attribution de la licence 4G sera relancée par l'ARTP, un appel incluant les opérateurs de télécommunications internationaux intéressés par le développement de la téléphonie et de l'Internet mobile au Sénégal. De l'avis de ce consultant, cela risque d'être compliqué. Donner une licence 4G à un opérateur étranger veut tout simplement dire lui ouvrir la porte de se positionner comme quatrième entrant. Maintenant, il y a le risque pour les opérateurs qui sont présents actuellement, à savoir Orange, Tigo et Expresso, parce que si un quatrième entrant vient, c'est une concurrence de plus. 30 milliards de francs CFA proposés par l'Agence de régulation des télécommunications et des postes qui tiennent en compte de la qualité et de la quantité des bandes de fréquences proposées. Mountaga Cissé juge cette somme abordable. Mais il ne faut pas oublier que la même licence 4G a été commercialisée dans un pays comme la Côte d'Ivoire pour des opérateurs comme Orange Côte d'Ivoire et MTN. Et la licence a coûté entre 50 et 75 milliards, même si on sait que la Côte d'Ivoire est beaucoup plus peuplée que le Sénégal. Mais économiquement parlant, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont pratiquement au même niveau. Je pense qu'une licence sur 20 ans pour 30 milliards est quand même acceptable. Avec cette situation, ce sont les consommateurs qui devront encore attendre pour disposer de la 4e génération, une attente qui risque d'être longue. Les deux opérateurs parmi les trois ont fait des tests, ont fait l'expérience de la 4G. Moi-même, j'ai eu la chance de tester la 4G pour ces deux opérateurs-là, des tests qui se sont avérés concluants. Ils semblaient être prêts pour lancer la 4G. Maintenant, le consommateur, il risque d'attendre encore plus longtemps. C'est quelque chose qui n'est pas normal parce que les opérateurs sont censés répondre à la demande client, donc clients qui sont les Sénégalais en général. Et puis, penser à leurs propres intérêts d'abord. Mais si la 4G est la solution, je ne sais pas pourquoi les entreprises ne vont pas prendre ça. Donc c'est de l'égoïsme pur, quoi. Les opérateurs nationaux, à savoir Tigo, Orange et Expresso, ont refusé de soumissionner à l'appel d'offres pour l'attribution de la licence. Pour le directeur général de l'ARTP, Abdou Karim Sall, c'est une entente illicite de leur part, une situation qui nous pousse à nous demander à quand l'effectivité de la 4G au Sénégal. Nous parlons politique à présent, projet de réforme constitutionnelle. Le constitutionnaliste Ababakar Gueye met le Conseil constitutionnel devant ses responsabilités si le référendum est maintenu. Selon lui, le Conseil constitutionnel a 1 mois pour se prononcer, 8 jours en cas d'exception. Pour le député Zatambaye, fixer la date du référendum n'est pas une priorité. Leur réaction est plus dans ce reportage signé Mambiram Diouf et Mardia. Projet de révision de la Constitution du président Sall que le peuple sénégalais devra évaluer. Et si c'est mai 2016 pour le référendum, alors le Conseil constitutionnel aura 1 mois pour donner son avis qui ne lie pas le chef de l'État selon le constitutionnaliste Ababakar Gueye qui relativise tout de même. Dans la Constitution, dans les différents textes au Sénégal, il n'y a pas de délai qui est prévu par rapport à ces avis. Mais on sait que lorsque le président de la République saisit le Conseil constitutionnel pour contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a 1 mois pour se prononcer. Maintenant, ce mois pourrait être ramené à 8 jours en cas d'urgence déclarée par le gouvernement. Ce délai d'1 mois. Mais on peut dire que si présumer la bonne foi et du Conseil et de la présidente de l'Assemblée nationale, qui pourrait se prononcer vraiment dans des délais raisonnables pour nous permettre de pouvoir arriver rapidement au référendum. Les cartes entre les mains du président Macky Sall, c'est à lui de les distribuer le moment venu. Seul le président de la République est habilité à convoquer le collège électoral. C'est lui qui maîtrise justement le calendrier en la matière. En tout cas, moi, en tant que député ou encore un quelconque citoyen, n'est pas en mesure de vous dire voilà la date qui sera retenue pour le référendum. À
attendons. Je crois que le processus est enclenché. Les uns et les autres sont en train de jouer leur rôle dans ce processus-là. Et un peu plus de patience. Et quel serait l'avis du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, après son tête-à-tête avec le chef de l'État Macky Sall? Le député de la mouvance présidentielle répond. Le président de l'Assemblée nationale a été saisi. Le texte officiel? Il l'a reçu. Il a reçu le texte, il a été saisi. Il a donné un avis favorable. Sûrement qu'il donnera dans les prochains jours un avis. Et je précise que c'est l'avis du président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'avis de l'Assemblée nationale en tant qu'institution. Lorsqu'il aura fini de recueillir et l'avis du président de l'Assemblée nationale et l'avis du Conseil constitutionnel, à partir de ce moment, le président de la République pourra, après les quelques considérations techniques, pourra convoquer le peuple au référendum. Un référendum ou pas en mai 2016, ce qui est sûr, si ça devait se tenir, l'on ne sortirait pas cette année et au plus tard au mois d'août en perspective de la présidentielle en février 2017, si le oui l'emporte, bien évidemment. Et puis, chère Tidiane, nous parlons de mode à présent avec l'arrivée d'un nouveau style chez les garçons. La tendance est au port de sacs très efféminés. Les Sénégalais s'en offusquent. Le sociologue Youssou Mbargane explique ce phénomène par la féminisation influente de l'Occident essaie d'imposer. Un reportage signé Aïssatou Païfal, Modou Diop. Amer constat chez beaucoup de personnes rencontrées, sacs en bandoulière, attachés caisse, remplacés chez les hommes par des sacs à main, parfois même des sacs de marque. Un nouveau style décrié. Avoir un gros sac à main pour un garçon, c'est pas recommandé, c'est pas de notre culture. Parce que pour les garçons, avoir un sac en bandoulière ou bien avoir un sac à dos, c'est ce qu'on connaît, culturellement. Mais franchement, ça m'étonne de l'apprendre qu'il y a des garçons qui s'habillent et qui ont des sacs à main. Ça, c'est vraiment féminin. En tant qu'homme, ce n'est pas un style à adopter. C'est ça, les sacs à main, c'est pour les femmes, normalement. Peut-être un sac en bandoulière, c'est bon. Ce n'est pas un style à adopter, quoi. Une tendance des années 70 qui renaît, une féminisation à ne surtout pas confondre avec certaines déviances. Il y a eu ce mouvement unisexe, où l'habillement des hommes des femmes pouvait être porté par les hommes. C'est un mouvement qui a continué. Et aujourd'hui, le contexte particulier, c'est une aggravation de ce processus de modélisation absolue de la femme et de son corps, qui a quelques accointances avec aujourd'hui le libéralisme en Occident. Une mode influente du fait de la mondialisation, une créativité débridée. Cette folie qu'il y a dans le phénomène de la mode et de la créativité, qui est d'autant plus importante qu'elle est marchande. C'est des industries extrêmement puissantes de la mode, de la cosmétique, du cinéma, etc., qui portent ça et qui finit par influencer. Ouais, donc on est un peu dans une société où on voit des trucs de folie, quoi. Faut-il suivre la mode à la lettre? Jusqu'où cette féminisation peut-elle aller? Beaucoup de questions qui interpellent la gente masculine. L'actualité internationale marquée par la mort d'une vingtaine de personnes ce mercredi dans l'attaque d'une université du nord-ouest du Pakistan. L'arrestation d'un djihadiste mauritanien condamné à mort évadé le 31 décembre. Mais tout d'abord, zoom sur la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien s'est prononcé pour la première fois sur le mandat d'arrêt lancé par le Burkina Faso contre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Daniel Diouf. Le gouvernement ivoirien a réagi au mandat d'arrêt émis par le Burkina Faso contre le président de son Assemblée nationale. Dans un communiqué, Abidjan dénonce la violation par son voisin des règles diplomatiques et des us et coutumes en la matière. La présidence ivoirienne a promis de régler ce dossier par voie diplomatique pour éviter une crise politique. Pour rappel, Guillaume Soro est visé par un mandat d'amener de la justice burkinabé transmis par Interpol Burkina Faso. C'est dans le cadre de l'enquête sur le coup de force du 16 septembre 2015 à Ouagadougou et des écoutes téléphoniques des conversations qu'il aurait eues avec Djibril Bassolé, l'ex-ministre des Affaires étrangères du président déchu Blaise Compaoré.
Un djihadiste mauritanien condamné à mort en 2011 et évadé de Nouakchott depuis le 31 décembre a été arrêté mardi soir en Guinée après avoir franchi la frontière en provenance de Guinée-Bissau. C'est ce que l'on a appris ce mercredi de sources sécuritaires. La cavale de Salek Ould Cheikh aura duré 3 semaines. De la Mauritanie, il est entré au Sénégal puis en Guinée-Bissau. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source policière mauritanienne. Mais selon des sources de sécurité guinéennes et bissau-guinéennes, le fugitif a été capturé en Guinée, près de la frontière. Dans la banlieue de Johannesburg, des volontaires ont organisé une grande collecte de bouteilles d'eau pour aider des agriculteurs en détresse en Afrique du Sud. L'action intervient à l'heure où les récoltes sont dévastées et les robinets des villes de province complètement taris. Pour faire face à cette grave sécheresse, des bouteilles, des bidons en plastique remplis d'eau ont été offerts à des agriculteurs de la banlieue de Johannesburg. Certains citoyens ont même mis des camions à la disposition des volontaires pour acheminer ces bouteilles pleines d'eau vers la province de l'État libre, le cœur agricole du pays gravement touché par la sécheresse. Ce sont les températures anormalement élevées, les faibles pluies en 2015 et l'action de l'homme qui ont provoqué le dérèglement climatique. C'est ce qu'a expliqué un professeur d'écologie à Johannesburg. Enfin, 21 personnes tuées ce mercredi dans l'attaque d'une université du nord-ouest du Pakistan. 4 hommes armés de fusils d'assaut et de grenades ont profité de l'épais brouillard qui enveloppait l'université de Basha Khan à Charsada, c'est dans le nord-ouest du Pakistan, pour escalader un mur d'enceinte et lancer leur assaut sur le campus. Le mouvement des talibans pakistanais a revendiqué l'attaque. En sport, nous démarrons avec du basketball. C'est parti pour une nouvelle saison. Retenez qu'en première heure au Stadium Marius Ndiaye chez les garçons, Mermoz l'a emporté devant Saltigué. Score final 56-48. En deuxième heure chez les filles, AS Ville de Dakar sera opposé à BOP. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions avec Pop Farning. Et puis parlons football, chère Tidiane, avec Mbour Petite Côte qui décore plusieurs acteurs de la discipline pour service rendu. Une initiative saluée par le ministre des Sports qui était présent à la cérémonie. C'était lors de la rencontre MPC Casa Sport comptant pour la 9e journée de Ligue 1. Mamadou Ndiaye. Il y avait de l'ambiance des grands jours au stade Caroline Faye. En marge du match Mbour Petite Côte Casa Sport, plusieurs acteurs du monde sportif ont été décorés par le club pour service rendu au sport. Je crois qu'ils vont rester 4e et on va rester 2e. La fête a été très belle et rien n'a gâché cette fête-là. Il faut des contrats d'objectifs. Ceux qui les atteignent sont félicités. Ceux qui ne les atteignent pas seront sanctionnés. Je crois qu'aujourd'hui, en établissant tout ça, le ministre a pris les bonnes dispositions pour que les meilleurs soient félicités. Et on enlèvera certainement d'autres, comme il a dit, mais ce sera justement pour qu'ils aient le meilleur possible. Une belle initiative du club mbourois, saluée par le ministre des Sports. Que le stade Caroline Faye soit accompagné par l'État à hauteur de plusieurs milliards. Je pense que Mbour n'est pas une commune pauvre comme chez moi à Fatick. Vous avez un bon budget, il faut une décision politique pour régler ces questions. Les autres clubs devraient prendre exemple sur ce genre d'initiative pour le retour des spectateurs au stade. Un système de parrainage et d'animation qui met beaucoup d'ambiance dans les stades. C'était le dernier élément de ce journal. Merci Léa. Merci chère Tidiane.